Le live est lancé. Alors bonjour à toutes et à tous. Il s'agit maintenant donc d'aborder, dans le cadre de cet enseignement dit de sociologie politique et des institutions, un point bien particulier, une question qui pour moi est plutôt une problématique pour pouvoir interroger le fonctionnement de la réalité sociale, pour pouvoir interroger justement les comportements humains et les discours dans leur vie, justement dans leur cité. Cité, police, donc dans leur vie sociale, dans leur vie politique. Alors donc le prochain enseignement, le prochain cours, alors devrait avoir lieu encore sous cette forme, je crois, et en fonction des données sanitaires, eh bien, nous verrons s'il est possible de vous proposer un enseignement par Zoom, par exemple, pour être un peu plus interactif et tenir compte aussi de vos réactions et pourquoi pas de vos interrogations et suggestions. Donc le prochain cours, non pas la semaine prochaine, puisque nous serons en congé d'hiver, lundi prochain, le 1er mars, mais donc le lundi 8 à la même heure, donc pour la suite de cette sociologie politique. Et le 15 mars, nous reprendrons donc cet enseignement et nous aborderons aussi la ruralité, donc pour la dernière intervention en tant que cours magistral. Donc sociologie rurale à partir de 10h45 le 15 mars. Et entre-temps, bien sûr, je vous aurais fait parvenir toute une série d'éléments dans le cadre d'un polycopié ou en tout cas une explicitation des principaux sigles assez abscons pour effectivement les profanes ou les néophytes, du type CNMCCA, Confédération nationale de la mutualité, des caisses de crédit agricole, etc. etc. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez ce qu'il faut pour justement les révisions notamment, pour préparer le dossier notamment dans le cadre des examens, donc des modalités de contrôle de connaissances. Voilà, en sociologie rurale. Alors, même chose pour la sociologie politique, il s'agira de répondre à un certain nombre de questions dans le cadre d'un dossier. Et donc les questions vous seront transmises, bien sûr, à la fin du semestre. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, 2 points. Le premier, comme sous-titre, puisque le titre de la séance d'aujourd'hui est le suivant: mouvement associatif et citoyenneté. Mouvement associatif au singulier, mouvement associatif et citoyenneté au singulier aussi. Il s'agit bien du concept. Et en sous-titre, essai d'analyse sociologique de la société civile. Mouvement associatif et citoyenneté, essai d'analyse sociologique de la société civile. Alors, donc, j'aurai l'occasion d'aborder successivement 2 sections. La première intitulée « Politique, démocratie et citoyenneté ». Donc, un triptyque conceptuel de politique, démocratie et citoyenneté. Tout ça au singulier, en première partie. Et en deuxième partie, j'évoquerai donc aujourd'hui ou plus tard le divorce entre le politique et la politique. Le titre donc de la section: divorce du politique et de la politique. Alors, d'abord, pour justifier un petit peu, expliciter, ne fût-ce que le titre de la séance aujourd'hui, à savoir donc mouvement associatif et citoyenneté, eh bien, je crois que il faut démarrer par des précisions
sémantique. À savoir que toute une série de concepts, et je dirais même de couples de concepts, sont convoqués dans le schéma conceptuel que je me propose de vous présenter pour justement interpeller, pour interroger, pour poser des questions à cette fameuse réalité sociale, politique. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le binôme identité pour soi, identité pour autrui. Identité pour soi, identité pour autrui, ça renvoie aux réflexions notamment du sociologue des identités, Claude Dubar, D-U-B-A-R. L'identité pour soi, c'est justement l'idée que dans la construction identitaire, l'acteur, l'individu est acteur de son identité. Je suis ce que je pense être, ce que je veux être, ce que je voudrais être, ce que je crois être, ce que je dis être. En tout cas, l'identité pour soi concerne précisément l'ego, la personne. Mais l'identité pour soi ne pourrait être suffisante pour la construction précisément de l'identité. Car je suis aussi ce que les autres me disent que je suis. Et c'est l'identité pour autrui, alter, en latin. L'altérité, l'autre. Je suis moi parce que je ne suis pas toi. Et tu es toi parce que tu n'es pas moi. Il y a donc une distinction, bien sûr, entre ego et alter, mais dans la construction de ego, comme dans la construction de l'identité de alter, eh bien, on va dire que les deux interviennent. Identité pour soi, identité pour autrui. Première dialogique de concept. Forme communautaire, forme sociétaire. Alors, forme communautaire et forme sociétaire, cela renvoie bien sûr au couple communauté-société. Gesellschaft, Gemeinschaft. Gemeinschaft, la communauté, et Gesellschaft. Donc chez Max Weber, je vais faire d'une antonise aussi, eh bien, la communauté renvoie à la forme caractéristique des sociétés que l'on dit, que l'on appelle un peu trop souvent, mais en tout cas c'est commode, des sociétés traditionnelles, des formes communautaires, des relations communautaires, notamment des solidarités communautaires dans les sociétés traditionnelles. Mais la société globale, la société aujourd'hui, la société contemporaine, beaucoup moins rurale, beaucoup moins traditionnelle, beaucoup plus urbaine et beaucoup plus moderne, eh bien, est caractérisée par la place du travail, les rapports sociaux dans le monde du travail, et aussi par le rôle joué par l'appareil administratif dans la société. Nous entretenons donc des liens sociétaires. Double concept, donc, une dialogie, forme communautaire, forme sociétaire. La troisième dialogie va concerner, encore une fois, le concept d'identité. Et j'ai distingué une autre dialogie, identité personnelle, identité collective. L'identité personnelle, c'est ce qui nous permet de dire « je », moi, dans mon fort intérieur, à mon niveau, à mon humble avis. Moi, je, me. L'identité personnelle, je, J-E, bien sûr. Et l'identité collective, ce qui permet de dire « nous ». Je, nous. Identité personnelle, identité collective.
troisième, je dirais, série de couples, de double concept, de couple de concepts, donc de dialogie, puisque bien entendu, les deux niveaux s'interpellent, interagissent. Identité pour soi, identité pour autrui, forme communautaire, forme sociétaire, identité personnelle, identité collective, et maintenant, pôle civique et pôle ethnique. Le pôle civique, c'est ce qui nous permet de revendiquer, par exemple, des droits. Être citoyen, c'est être une personne qui non seulement a des droits, mais aussi a des devoirs. Le pôle civique, c'est ce qui correspond à l'identité citoyenne, à la face publique de l'identité. Le pôle civique. Mais au-delà de la citoyenneté, par exemple française, on peut avoir un sentiment d'appartenance à la Corse, à la Bretagne, à la Normandie, au Pays Basque, etc. On peut avoir un sentiment d'appartenance à une communauté religieuse, une communauté, justement, ethnique, et donc pôle civique, pôle ethnique. Le pôle ethnique, c'est ce qui est privé, singulier. Et donc qui est spécifique aux individus dans leur singularité, alors que le pôle civique a une dimension universelle. Ainsi, il y a 4 séries de dialogie, 4 couples de concepts qui me permettent, et aujourd'hui je vous en présente une synthèse, qui me permettent justement d'élaborer un schéma conceptuel, identité pour soi, identité pour autrui, forme communautaire, forme sociétaire, identité personnelle, identité collective, et enfin, pôle civique, pôle ethnique. Ainsi, je peux vous proposer, armé de ce schéma conceptuel, de ce schéma théorique, je peux vous proposer d'aborder donc le premier point, politique, démocratie et citoyenneté. Pour dire quoi ? Pour dire qu'alors que la démocratie représentative donne de très nombreux signes de faiblesse, de nouvelles formes de représentation de la société civile tendent à surgir en ce moment. Et il y a, je dirais, une concurrence entre 2 formes, 2 types de perception de démocratie. La démocratie représentative, qui est caractérisée par des élections, par une représentation, la représentation nationale par exemple, ou la représentation municipale, ou régionale, les élus. La démocratie représentative d'un côté, et la démocratie participative de l'autre, qui met en exergue le rôle, justement, de la société civile. Et cette démocratie participative est perçue comme plus proche des individus. Il y a, par exemple, toute une série d'associations, de forums de discussion ou de mouvements sociaux. Et c'est de là que semble renaître aujourd'hui, en France notamment, l'imaginaire démocratique. Mais d'abord, il faut se méfier, me semble-t-il, de fausses évidences. Et surtout, se garder de jugements hâtifs. À la question
Vivons-nous une période de régression démocratique, comme on voudrait vraiment nous le faire croire? Bien des indices semblent aller dans ce sens. L'abstention record aux élections, un relatif discrédit de la classe politique, l'absence de civisme, la faible cohésion sociale, la progression de la violence et même la montée des extrémismes. Il faut pourtant rappeler que pour l'essentiel, la déshérence de la démocratie représentative s'explique, me semble-t-il, sociologiquement, par deux grandes évolutions sociologiques, c'est-à-dire ce désaveu, cette désaffection de la société, d'un certain nombre de citoyens pour les politiques ou pour le personnel politique. Ça s'explique pour moi, d'une part, par le fait que la politique perd de son pouvoir pour cause de mondialisation, pour cause d'économisme triomphant et pour cause d'échec des grandes idéologies qui donnaient sa puissance au discours politique. Donc, d'un côté, il y a une perte de pouvoir de la politique, en tout cas au niveau national, pour cause de mondialisation, et de l'autre, la société civile a gagné en maturité politique et en autonomie. Les valeurs de la démocratie s'y sont très progressivement diffusées, ce qui a considérablement augmenté le niveau d'exigence à l'égard du politique. Ce grand écart croissant, en forme de divorce entre société civile et représentation politique, nous invite justement à reposer la question de la démocratie dans la société contemporaine, en France, en Europe. Il est donc passé ce temps où des représentants régulièrement élus par le suffrage universel suffisaient à qualifier un régime de démocratique. Notre perception de la démocratie est singulièrement plus développée, singulièrement plus exigeante, singulièrement plus complexe. Faut-il donc rappeler que la démocratie n'est pas un État? La société n'est pas statique. La démocratie n'est pas un État. On pourrait dire aussi, n'est pas l'État uniquement. N'est pas un État se satisfaisant de normes institutionnelles et de procédures juridiques, qu'elles soient nationales ou européennes, aussi justes soient-elles. Mais elle est un processus continuum de démocratisation au fil de l'histoire, dont chaque époque se doit de donner une version plus avancée et plus conforme à son imaginaire initial, celui de l'autogouvernement de la société par elle-même. Autogouvernement de la société par elle-même, et ce pour reprendre le mot, la formule, du sociologue Roger Sue, S-U-E. Le sociologue Roger Sue, l'auteur, rappelle à juste titre, et je le cite dans son ouvrage publié en 2001, intitulé « Renouer le lien social », dans une société en mouvement, une démocratie qui ne progresse pas
régresse. Une démocratie qui ne progresse pas régresse. La mise en question de la politique résulte de son incapacité croissante à remplir les fonctions qui sont traditionnellement les siennes, tout particulièrement celle du pouvoir, celle du discours, celle de la représentation et enfin celle de la légitimité. La fonction du politique est donc quadruple. Pouvoir, donc décider, gouverner. Discourir, donc s'exprimer, communiquer. Représenter l'intérêt général. Et enfin, la légitimité. La perte de pouvoir du politique, cette perte du pouvoir, en raison, on l'a vu plus haut, plus avant donc, en raison de la relativisation de la place de l'État-nation, cette perte du pouvoir politique est incontestable. Européanisation et décentralisation défient par le haut et par le bas ce lieu essentiel de la légitimité politique à l'intérieur duquel, justement, s'est forgée l'identité des régimes démocratiques. Cette idée, chère à l'anthropologue, la sociologue Dominique Schnapper, cette idée renvoie à un point de vue selon lequel ce n'est certes pas la fin des États-nations, mais plutôt, comme l'ont souligné de nombreux analystes, leur banalisation dans une sorte de balkanisation des pouvoirs, et ce, sans qu'émerge une véritable gouvernance mondiale. À la hauteur de la globalisation des questions politiques aujourd'hui. L'environnement, la santé, la pauvreté, les régulations économiques, etc. Ce que le pouvoir politique a perdu avec le déclin de l'autonomie des nations, il ne l'a pas regagné dans d'autres instances pouvant revendiquer une authentique légitimité démocratique et un exercice effectif du pouvoir. Ce vide relatif a, semble-t-il, laissé le champ libre au déploiement d'un marché sans frontières, usant et abusant des avantages comparatifs entre nations, du dumping social et du chantage à la délocalisation. Aujourd'hui, dans notre société, eh bien, ce vide relatif cherche à investir progressivement les domaines réservés de l'État et des politiques publiques. Je pense à l'Europe, je pense aux régions, qui cherchent à investir les domaines de la santé, de l'éducation, des services sociaux. En ce sens, ne serions-nous pas passés d'une société politique à une société de marché? Société politique à une société de marché. On peut donc mesurer, après, encore une fois, Dominique Schnapper, mais aussi Robert Castel, dans son ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale », publié chez Fayard en 1995, Robert Castel, « Les métamorphoses de la question sociale », publié en 1995.
par les éditions Fayard. Très bel ouvrage sur l'exclusion sociale, mais aussi sur le déni de citoyenneté, sur la désinsertion sociale, ou encore ce que le sociologue a appelé la désaffiliation, qui mettent directement en cause la responsabilité politique dans son devoir d'intégration. On peut donc mesurer, après Schnapper et Castel, l'étendue de cette défaite politique à la déferlante du chômage et de la précarité, et surtout, aussi, à la forte progression des inégalités sociales dans la société. Ainsi, le pouvoir ne réside pas seulement dans l'action gouvernementale, mais tout autant dans le discours et dans l'adhésion qu'il suscite. À cet égard, pour nombre d'observateurs, la représentation politique fait de moins en moins illusion, ce qui pose un problème majeur à une démocratie dite, justement, représentative. Pour beaucoup, la crise de la politique n'est qu'une facette de la désagrégation du lien social dans son ensemble. Cette appréciation est pourtant très discutable. D'une part, si bien des indices vont dans le sens d'une dilution des liens sociaux, si bien des indices vont dans le sens d'une dilution des solidarités traditionnelles, d'autres indices indiquent, au contraire, l'émergence de nouvelles formes de socialisation. D'autre part, on ne saurait exonérer la politique de la première de ses responsabilités, à savoir renforcer le lien, renforcer la cohésion et le contrat social, et leur donner une traduction publique. Petit moment bibliographique, il me semble que le livre de Pierre Rosanvallon, intitulé « La démocratie inachevée » et en sous-titre « Histoire de la souveraineté du peuple en France », Pierre Rosanvallon, R-O-S-A-N-V-A-2-L-O-N, le titre du livre « La démocratie inachevée », Histoire de la souveraineté du peuple en France, publié par les éditions Gallimard en 2000, ainsi que l'ouvrage coécrit par Dominique Schnapper et Bachelier, Christian Bachelier, intitulé « Qu'est-ce que la citoyenneté ?» C'est un petit livre donc publié aussi par les éditions Gallimard en 2000. Et donc, ces deux ouvrages insistent sur l'importance de contextualiser la réflexion en sociologie politique, à savoir que nous réfléchissons dans le cadre d'une société moderne et organisée sous la forme d'un État, organisée sous la forme d'un État-nation. Et donc, avec la question démocratique, semble se poser une sorte de paradoxe. Comment concilier le grand nombre et la raison? La raison, la rationalité dans les décisions, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles. Alors, le lien social, aujourd'hui, est menacé. Les solidarités et les identités aussi. Il me semble que plutôt qu'une disparition du lien social, plutôt qu'une disparition des solidarités, nous pouvons parler de changements profonds de nature en ce qui concerne les liens sociaux,
les solidarités, les formes de solidarité n'ont pas disparu, mais elles se sont transformées. Elles ont changé. Aux liens institués, prisonniers des usages, prisonniers des conditions et des territoires, se substitue aujourd'hui un lien plus centré sur l'individu et ses désirs, un lien vertical que j'ai appelé professionnel, un lien vertical plus construit en fait que subi uniquement. Plus l'individu se considère comme tel, à nul autre pareil, plus il s'estime l'égal de tous, libre et autonome, apte à construire ses propres réseaux, et plus il se rapproche du modèle originaire de la libre association. Par association, nous entendons, en France notamment, presque toujours l'organisation régie par la loi de 1901. En fait, le lien d'association progresse d'abord dans les rapports interpersonnels, dans les liens informels, dans les réseaux qui échappent aux institutions, aux marges de la société. Justement, là où l'individu peut s'affirmer comme personne. Pour reprendre le beau concept de personne forgé par le sociolinguiste de Rennes 2, donc Jean Gagnepin, et sa fameuse théorie de la médiation. Alors, ainsi, quand dans l'histoire, on oppose l'ancien et le nouveau, l'ancien et le nouveau régime, on ne désigne pas seulement une mutation du régime politique et institutionnel, on signifie une rupture et une recomposition en profondeur de l'ensemble des rapports sociaux, de la base au sommet. La montée des valeurs de l'association diffuse en effet une nouvelle représentation du politique, une nouvelle manière de se représenter la société et la vie sociale. Elle diffuse un nouvel imaginaire de la démocratie dont on a repéré quelques-unes des grandes lignes. Pour aujourd'hui, je voudrais me limiter à 2 remarques. D'abord, c'est incontestable, il s'agit d'une vie sociale qui est traversée par la fin des grands systèmes idéologiques. Le marxisme, le communisme, l'anarchisme, et pourquoi pas le libéralisme, le catholicisme, etc. La fin des grands systèmes idéologiques favorise toujours le retour de l'utopie, en tout cas le retour de l'utopie démocratique. Demos, Kratos. Pouvoir pour et par le peuple. De moins en moins nombreux sont ceux qui croient encore aux vertus d'un grand système idéologique, qu'il soit libéral ou socialiste, libéral ou communiste. Les vertus d'un grand système idéologique
pour réaliser le bonheur sur Terre et la démocratie idéale. Pourtant, la démocratie est une exigence du présent et non une unique projection lointaine et utopique dans l'avenir. Deuxième remarque. Je voudrais évoquer là, à ce sujet, la montée de la société civile et le déclin de la classe politique qui pose en termes nouveaux la question de l'espace public. Mais comment aider l'auto-organisation de la société civile quand on sait qu'en dehors des intéressés, personne ne le souhaite vraiment? Aucun des pouvoirs constitués, politiques, syndicaux ou médiatiques, n'a la moindre envie qu'un nouvel acteur, prétendant donner une représentation du corps social, vienne s'immiscer dans un partage du territoire, un partage du pouvoir, déjà fort disputé. On a donc tort d'opposer, de mon point de vue, démocratie de participation et démocratie de représentation. En tant qu'animateur privilégié de l'espace public, les associations peuvent donner une représentation sociopolitique à la société civile. En retour, la centralité politique des associations d'intérêt général leur impose le strict respect des règles de base de la démocratie et même un devoir d'exemplarité. Ainsi, les représentants associatifs devraient-ils être plus vigilants sur la qualité, sur la fréquence et aussi sur la transparence des procédures démocratiques. En un mot, ce sont les organisations associatives qui doivent, entre guillemets, contaminer la classe politique, et non l'inverse. Certes, la démocratie restera toujours un régime idéal, une utopie, ou comme l'a qualifiait Jean-Jacques Rousseau, un régime de Dieu au pluriel. Cela m'amène à la deuxième partie, et j'aimerais en profiter pour clore cette première section par un élément bibliographique en sociologie politique. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social, publié en 1762 et republié bien sûr beaucoup plus récemment en 1996 en livre de poche. Donc Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Et Marcel Gauchet, en 2002, avait publié, toujours aux éditions Gallimard, comme Dominique Schnapper, Marcel Gauchet avait publié l'ouvrage intitulé « La démocratie contre elle-même ». La démocratie contre elle-même. Collection telle, donc, chez Gallimard en 2002. Marcel Gauchet. Nous en arrivons donc à une analyse au cœur de mon hypothèse de recherche, à savoir qu'aujourd'hui, les élites
favorable à la démocratie représentative et le peuple plus favorable à la démocratie participative se comprennent de moins en moins. Il y aurait même, et c'est mon hypothèse, une réelle désaffection, non seulement pour les institutions, pour l'appareil politique, et donc pour les personnels politiques, avec des hommes et des femmes politiques qui vivent de moins en moins pour la politique, comme disait le général de Gaulle, et de plus en plus des hommes et des femmes qui vivent de la politique. Alors, concernant ce point du divorce du politique et de la politique, je voudrais évoquer ici 3 fausses évidences qui éloignent les citoyens du politique. Première fausse évidence, première évidence donc pour beaucoup, c'est que le moment clé de la politique est le moment de la décision. Dès lors, on s'intéresse seulement à savoir qui prend la décision. On s'intéresse au régime présidentiel, au référendum, etc. La forme de la décision. Qui a pris les décisions? Alors qu'il s'agit au contraire de reconnaître que la construction du politique, c'est la construction des processus citoyens. Deuxième fausse évidence, c'est le découpage par niveau de gouvernance. C'est le débat dans lequel s'est enfermée la décentralisation à la française. C'est aussi le débat dans lequel s'est enlisée par moments aussi, malheureusement, l'Europe. On sait pourtant qu'aucun problème ne se règle à un seul niveau et que le cœur de l'action politique de demain devra porter sur la coopération entre différents niveaux de gouvernance. La troisième évidence, ou plutôt fausse évidence, c'est l'idée que les politiques concrètes seraient des politiques sectorielles. Et cela renforce la segmentisation, justement, des politiques publiques, qui constitue déjà l'un des principaux défauts, me semble-t-il, de la bureaucratie. Ainsi, nous pensons que pour une participation réussie à la vie sociale, à la vie démocratique, il faut 6 préalables. Le premier, reconnaître que la démocratie a un prix, et c'est la participation. Par exemple, aux élections, mais pas uniquement. C'est l'investissement dans le politique. Comme les agriculteurs, naguère, dans les différents conseils municipaux des communes rurales. Deuxièmement, deuxième préalable, il faut, me semble-t-il, changer les modes de production de la décision et arrêter, une bonne fois pour toutes, cesser ces pratiques qui consistent finalement à transformer les lieux de décision en chambres d'enregistrement de décisions prises ailleurs. Les dossiers discutés sont, la plupart du temps, déjà ficelés. C'est le règne de la commission ad hoc. Et pour parler comme le général de Gaulle, il s'agit plutôt d'une adhocratie, kratos, le pouvoir des réunions ad hoc, ad D, plus loin HOC, ad hoc, en dehors donc.
les discussions qui ont lieu en dehors des lieux de décision. Donc il faut absolument changer ces modes de production de la décision et de la gouvernance. Et c'est mon deuxième préalable. Troisième préalable, éviter, autant que faire se peut, le face-à-face, élu, habitant. Il se peut par exemple que des élus organisent des lieux de médiation, par exemple les conseils de quartier, et ça fait donc un triptyque. À un pôle, les élus, à un autre, les habitants, et à un pôle un peu médiateur, les conseils de quartier, par exemple. Mais en tout cas, il faut tout faire pour éviter le face-à-face. Élus, habitants. Quatrième préalable, il faut disposer d'outils méthodologiques rigoureux et éviter ainsi l'amateurisme et mettre en place des contrats pour éviter que la démocratie participative ne dérive justement vers le n'importe quoi. Cinquième préalable, il faut savoir construire des désaccords féconds. Un peu comme lors de la crise de la chaise vide en Europe, en 1961, les Européens avaient accepté, les présidents des États membres avaient accepté justement de se remettre autour de la table à partir d'un accord, celui du désaccord. Nous ne sommes d'accord que sur une chose, sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. Savoir construire des désaccords féconds. Cinquième préalable. Et enfin le dernier, il s'agit, me semble-t-il, d'entretenir la dynamique, non seulement des pouvoirs, mais aussi des contre-pouvoirs. Entretenir la dynamique des pouvoirs et des contre-pouvoirs, c'est un moyen justement d'assurer la discussion et la saine controverse. À noter que la critique de la démocratie et de ses dysfonctionnements n'est pas nouvelle. Historiquement, elle a connu trois formes principales. Premièrement, la critique populiste, qui consiste à fustiger les élites, et le peuple serait donc une entité prétendument saine contre la corruption des élites. La critique populiste, celle de la démocratie participative. Deuxièmement, la critique élitiste, les élites sociales seraient donc, soi-disant, à la merci de l'ignorance et des passions, des imbéciles et des méchants. Le peuple serait donc idiot, le peuple serait bête. Et cette critique élitiste met en exergue, évidemment, une définition de la démocratie uniquement à travers la notion de démocratie représentative. La troisième forme de critique principale de la démocratie, c'est la critique activiste. Elle vise avant tout, cette critique, le caractère formel des procédures démocratiques. Elle vise justement les procédures démocratiques parce que on en critique le principe de la délégation qui éloignerait le pouvoir du citoyen, d'où justement la valorisation extrême de la démocratie participative. On voit ainsi que la démocratie n'est pas seulement un ensemble de procédures
rationnelle. La démocratie enveloppe aussi de l'imaginaire. Elle enveloppe des passions. Elle enveloppe une image, une représentation du vivre ensemble. Et pour terminer et ouvrir vers la présentation, notamment de la vie politique en France, à partir et à travers les mouvements sociaux, j'aimerais rappeler pour conclure les théories classiques de l'action collective à travers, justement, un essai de typologie. Premier courant, premier type, les théories du comportement collectif. Deuxième courant, les théories de l'individu rationnel et de la mobilisation des ressources. Troisième courant, les théories du changement social, les théories des mouvements sociaux. Les théories du comportement collectif, eh bien selon ces théories, le comportement des individus diffère selon qu'ils agissent seuls ou dans des groupes constitués spontanément. C'est par exemple Gabriel Tarde et Gustave Le Bon qui ont étudié à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, justement les manifestations, les grèves et les révoltes, notamment ouvrières. Pour eux, un individu seul peut être intelligent et rationnel, et en groupe totalement violent, stupide et irrationnel, en groupe. Ces théories du comportement collectif ont évolué et en restant toujours très individualistes comme démarche, on a vu émerger des théories de l'individu rationnel et de la mobilisation des ressources. Ces théories sont apparues d'abord aux USA, aux États-Unis d'Amérique, à partir des années 1960. Et pour eux, l'action collective n'est qu'une agrégation d'intérêts individuels. Et enfin, les théories du changement social, théories des mouvements sociaux, chères au sociologue Alain Touraine, qui a dirigé et fondé le Centre d'études des mouvements sociaux, le CEMS, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, en 1971. Eh bien, pour cette théorie du changement social, la société est traversée par un conflit entre, d'une part, les forces du progrès, celles du mouvement social, antinucléaire, mouvement social féministe, les luttes étudiantes, Solidarność en Pologne, les revendications écologistes, etc., etc. Et donc, d'un côté, les forces du progrès dans le mouvement social, et de l'autre côté, des forces de la réaction comme le concept physique, de l'avion à réaction, le retour en arrière. Le contre-mouvement social serait donc traversé, contenu, composé de militants aussi, mais de militants plus traditionnalistes, plus conservateurs en tout cas, en ce qui concerne les rapports sociaux de production et les rapports sociaux tout court. Je vous remercie.